Et la semaine dernière, je vous avais expliqué, je crois, déjà le fonctionnement du marché des droits à polluer. Ce marché des droits, on avait bien pris l'exemple d'une maison de campagne. Non? Donc je vais vous l'expliquer de manière un peu particulière pour que vous compreniez ce qu'on va faire graphiquement avec le graphique de Torvekos qu'on a déjà vu. Ici avec les coûts marginaux sociaux, ici avec les bénéfices marginaux privés. Imaginez que vous avez une maison de campagne. Cette maison de campagne, si vous êtes malin, vous avez plutôt installé votre piscine sur la terrasse sud pour être au soleil quand vous baignez. Vous avez des transats, des jolis arbres, etc. Par définition, si vous êtes sur votre terrasse sud, vous voyez sur la colline voisine la maison de votre voisin, mais vous voyez surtout son mur nord. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Bien. Et un matin, vous vous réveillez et, sans en être prévenu, vous apercevez que votre voisin a décidé d'installer sur son mur nord, dont il se fiche un peu, en fait. On y met surtout les toilettes, la salle de bain, la cage d'escalier, ou tout ce que vous voulez. Une grande publicité, 12 mètres sur 8. À 300 mètres à gauche, McDonald's. Votre vue, qui était initialement vierge, est devenue une vue avec laquelle vous devez supporter une publicité. Qui y serait indifférent? Personne. On peut appeler ça une externalité négative. C'est une nuisance. La question est de savoir si elle est importante ou pas. Ça va justement être un des points importants du cours. Que faites-vous? Première solution, que j'appelle la solution corse. Je vous l'explique ou pas? Vous allez voir votre voisin, vous le contraignez à enlever sa publicité qui vous déplaît. Ah oui, mais l'État a le monopole de la violence légitime, vous risquez d'être hors la loi. S'il vous répond, en fait, moi, elle ne me dérange pas cette publicité, mais de surcroît, elle me rapporte de l'argent, parce que j'ai pris McDonald's, McDonald's me paye chaque année pour que cette publicité se trouve sur mon mur nord, qui est bien placé. Ça n'est pas ton problème, c'est ma propriété, mon mur nord. Deuxième solution. Vous allez donc voir le maire du village. Et vous lui dites, il faut imposer une norme et faire retirer ce panneau publicitaire, qui est pour moi une nuisance. Il peut dire oui, il peut dire non. Il peut dire oui s'il privilégie, justement, je fais simple, l'environnement qu'on a défini. Non, s'il privilégie le fait que ce McDonald's, puisque j'ai pris un McDonald's qui est à 300 mètres plus loin à gauche à la sortie de la forêt, crée des emplois. Donc, rapporte aussi des recettes fiscales à la municipalité, etc. S'il vous dit non, que vous reste-t-il comme solution? Vous retournez voir votre voisin. Vous lui dites, écoute, en fait, moi, cette publicité me dérange. Combien voudrais-tu pour l'enlever? Et c'est là où, éventuellement, il va vous annoncer le prix que lui verse l'entreprise concernée, donc McDonald's, pour mettre sa publicité sur son mur nord. Avant de vous donner ce prix, je vous demande à vous, combien seriez-vous prêt à proposer à votre voisin pour qu'il enlève cette publicité? Je répète, à partir du moment où vous renoncez à la solution corse. Allez-y, lâchez-vous. Oui. Moi, je donnerais rien. Vous supportez la publicité? Non, je ferais tout pour l'enlever. Enfin, je sais pas, j'irai voir McDonald's. Je les passerais à retirer.
Ça reviendrait au même. Dans ce cas-là, il faudrait proposer une somme d'argent à McDonald's qui va vous dire, écoutez, grâce à cette publicité, on a augmenté notre chiffre d'affaires de temps, donc je veux bien l'enlever, mais dans ce cas-là, il faut me rétrocéder tout le chiffre d'affaires que je vais perdre. Est-ce que vous seriez prêt à me donner cette somme d'argent? Toujours pas. Erwan non plus. Moi, je pense que je dirais que si je ne veux pas l'enlever, je vais moi aussi créer quelque chose qui va contraindre cette publicité. Ah, super. Donc, effectivement, je vais mettre des publicités partout pour nuire à l'autre, etc. Alors, à l'ère du Trumpisme et des droits de douane qui vont effectivement se généraliser, c'est une possibilité. Je te mets des droits de douane, tiens, moi je vais t'en mettre aussi. Je te mets une publicité en plein visage, tiens, moi je t'en mets aussi. L'environnement est recouvert de publicité. Ça s'appelle plus une maison de campagne, mais une zone industrielle. Vous êtes sûr que vous voulez opter pour ça? Non, je vous demande un prix. Donc, qui ne veut verser aucune somme d'argent, mais dans ce cas-là, supporte la publicité. Je répète, hein, c'est vraiment sur la colline d'en face. Auparavant, vous invitiez vos amis, etc. C'était joli, sympa. Maintenant, il y a vraiment une grosse publicité que vous voyez chaque matin quand vous ouvrez vos volets. Donc, qui est prêt à mettre un peu d'argent? Finalement, une majorité, quand même. Maintenant, combien? Allez-y, ne réfléchissez pas trop pour l'instant. Ouais. Ça dépend de notre situation financière. Ben bien sûr, mais donc combien? J'essaierai de trouver un prix qui l'arrangerait aussi, donc je sais pas, la moitié peut-être. La moitié de quoi? De ce qui est perçu par McDo. Alors, on va devenir plus concret puisque vous semblez manifestement incapable de me sortir un prix. Mais c'est Oui. mensuel ou c'est parce que... Comme vous voulez, annuel divisé par 12, ça donnera mensuel, Paloma. Non, mais ça, c'est une somme d'un coup et après c'est terminé ou... Effectivement, chaque année, vous allez lui dire, moi je vais vous donner telle somme pour qu'il n'y ait pas cette publicité. Chaque année, ok. Chaque année. Alors, rentrons dans le concret. Votre voisin vous répond finalement, écoute voisin, t'es gentil, mais en fait McDonald's me paye 5 000 € chaque année pour que j'accepte cette publicité. Donc pas de problème, si tu me donnes 5 001 €, je l'enlève, chaque année. Qui le fait parmi vous? Un. Et c'est tout, très bien. Imaginons que votre voisin vous dise en fait, McDonald's me fournit 3 000 €. Donc si tu me donnes 3 001, je l'enlève. Qui donne 3 001 €? Toujours vous, ce qui est logique. 2 maintenant. 3. 2 000. McDonald's lui file 2 000. Qui est partant pour 2 001 € par an. McDonald's file 500 par an. Qui veut bien filer 501? Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes en train de révéler au marché la valeur que vous attribuez à une vue vierge, sans publicité, par rapport à une vue polluée par de la publicité. Vous êtes en train de donner une information quant à l'importance du coût marginal, parfaitement subjectif, qui est le vôtre, à supporter une publicité depuis votre terrasse sud. Vous y êtes? Subjectif, puisque vous l'avez vu, au-dessus de 5 000, il n'y en a qu'un. Mais plus je vais descendre, et plus vous serez volontaire pour que cette publicité soit enlevée. En fait. Est-ce qu'on est tous d'accord? C'est ce qu'on va appeler une négociation. Vous entrez en négociation avec qui? Celui qui est propriétaire de sa maison, donc ici propriétaire d'une ressource, mais qui génère des externalités, qui est ce qu'on va appeler le pollueur. Il y a de la pollution sonore, il y a de la pollution visuelle, il y a de la pollution en dioxyde de carbone, en dioxyde de soufre, ce que vous voulez. Mais le fait est que le petit exercice que je viens de vous faire peut avoir deux conséquences. Première conséquence, en fait, tout simplement conduire à ce que vous ne subissiez plus l'externalité si votre voisin accepte d'enlever la publicité.
Mais deuxième conséquence, révéler une valeur par le biais d'un prix que vous acceptez de payer pour l'absence d'externalité. Et, pour parler de manière abstraite, aboutir à une situation d'équilibre entre celui qui la génère, ou qui risque de la générer, et celui qui la subit. Reprenons le graphique de la semaine dernière. On avait défini Q étoile comme étant la situation optimale. Cette situation optimale, on avait dit qu'il était possible par rapport à la quantité Qmax que souhaiterait spontanément produire le pollueur. Première solution serait une contrainte, solution coercitive, une contrainte qui plus est, qui est quantitative, qui est la réduction en volume jusqu'à Q étoile. La deuxième solution, qu'on a revue tout à l'heure, est la mise en place d'une taxe T étoile unitaire qui inciterait le producteur à limiter sa production à Q étoile. Cette solution présentant l'intérêt qu'on a vu à gauche, c'est-à-dire d'être plus efficace que la solution en quantité, avec la solution coercitive, et deuxièmement, de générer des recettes fiscales. Pour le produit T étoile fois Q étoile, autrement dit là-dessus. Lesquelles recettes fiscales, souvenez-vous, peuvent générer ce qu'on appelle des dividendes multiples. Elles peuvent être investies dans de la recherche, réduire des dépenses de santé, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, il est une troisième solution, qui est d'attribuer des droits de propriété à une ou l'autre des parties prenantes, le pollueur ou le pollué, car vous avez le voir, cela va être neutre de les attribuer à l'un ou à l'autre. Si les droits de propriété sur la ressource incombent au pollueur, au propriétaire, ici, de l'entreprise, donc au producteur. L'idée est la suivante, pour l'instant très théorique, les pollués, ceux qui subissent les coûts marginaux, le ou les, donc le dans le cas de mon exemple de la maison de campagne, les si on parle d'une pollution qui affecte beaucoup plus d'agents. Les pollués vont donc aller voir le pollueur et entrer en négociation avec lui. Ici, en bleu, vous avez, par exemple, pour évoluer vers Q1, la renonciation au bénéfice qui sera la sienne s'il réduit sa production de Qmax en Q1. Est-ce qu'on est tous d'accord? Or, en jaune, si cette production est effectivement réduite à Q1 plutôt qu'en Qmax, voici en jaune l'économie de coûts dont vont bénéficier les pollués. Est-ce qu'on est tous d'accord? Donc d'une certaine manière, je dirais que la négociation est simple. Le jaune excède très largement le bleu. Repensez aux sommes d'argent. Il est tout à fait imaginable que les pollués, le ou les pollués, réussissent à convaincre le pollueur de moins produire. Entre guillemets, la somme d'argent correspondant à l'économie de coût jaune l'emporte très largement sur le renoncement au bénéfice du pollué, ici en bleu. Vous y êtes?
Concrètement, peut-être jaune égale 10 000, renoncement au bénéfice égale 500, sur ce graphique-là. Mais ce qui est vrai jusqu'en Q1 l'est aussi jusqu'en Q2. On peut le reproduire ici. On aura toujours, je ne le refais pas, une économie de coûts marginaux qui va l'emporter sur le renoncement au bénéfice. Vous y êtes? Mais ce qui est vrai jusqu'en Q2 est en fait vrai jusqu'en Q étoile. Si les agents sont rationnels, alors il est possible qu'ils entrent en négociation de manière à faire apparaître d'eux-mêmes une situation optimale. Et ce qui est vrai, si les droits de propriété sont attribués au pollueur, ici au producteur, à l'entreprise, est aussi vrai dans le cas contraire. Si les droits de propriété sont attribués au pollué maintenant. Dans ce cas-là, que se passe-t-il? C'est désormais le producteur qui va être à l'initiative de la négociation. Il va voir les pollués et leur dit « Écoutez, jusqu'ici, la production est de 0. Il n'y a aucune nuisance, aucune externalité négative. Mais je vais vous convaincre qu'il est intéressant pour nous tous que je produise plutôt Q1, une quantité positive. » Comment va-t-il convaincre les pollués? C'est relativement simple. Je reprends les mêmes couleurs. En jaune, voici quels sont les coûts subis par les pollués. Le coût des externalités négatives liées à la production. Mais voici en bleu quels sont, pour une quantité Q1, les bénéfices que peut attendre, espérer, le producteur. Bref, vous avez compris, la négociation semble simple. Les bénéfices générés par une production Q1 plutôt que 0 l'emportent très nettement sur les coûts marginaux sociaux subis. Donc là encore, il suffit au producteur de rétrocéder l'équivalent plus epsilon ou plus une somme d'argent importante des coûts marginaux sociaux subis pour que ces agents pollués acceptent la production Q1. Alors ça suppose évidemment qu'il soit d'une certaine manière corruptible. Je te donne de l'argent, tu acceptes des nuisances. L'écologiste à 100% parfaitement convaincu pourrait tout à fait refuser et dire la vue sans publicité, pour moi, je cite, l'expression n'est pas neutre, n'a pas de prix. Ouais, mais en même temps, si je commence à vous proposer 1 million d'euros par an pour supporter une pub McDonald's en face de votre maison de campagne, voire 2, voire 3, etc., peut-être que vous allez finir par devenir un homo economicus. Et vous dire, bon, au pire, je change de maison. Donc on va supposer que c'est vrai et que ces agents-là, quand bien même ils seraient soucieux de l'environnement, vont accepter Q1. Et vous avez compris, ce qui est vrai jusqu'en Q1 va être vrai jusqu'en Q étoile. Il y a neutralité dans l'attribution des droits de propriété. S'ils appartiennent aux pollueurs, les pollueurs pourraient accepter finalement des transactions de ce type, donc être pollués, subir des nuisances, des externalités négatives, mais en échange des revenus dont ils vont bénéficier. Cause, qu'on a citée, est aussi, vous le savez, le théoricien des coûts de transaction. Autrement dit, celui qui a appris en 1937 dans The Nature of the Firm qu'il existait différents types de coûts de transaction, recherche d'un co-contractant, négociation avec lui,
passation du contrat, surveillance du contrat, plus éventuellement sanction en cas de contrat non respecté. Cause est aussi celui-ci. Autrement dit, ces négociations-là, qui en théorie sur un graphique semblent aisées, en pratique, sont beaucoup plus complexes, coûteuses. Donc, l'attribution des droits de propriété ne va pas forcément conduire à une situation optimale, Q étoile, mais une situation au voisinage de Q étoile. On converge vers une situation optimale du fait de ces coûts. Vous y êtes? Une sorte, non pas d'optimum, de premier rang, comme chez Arrow et Debreu en 1953, mais plutôt, même si ce n'est pas exactement ce pourquoi ils ont proposé la notion en 1956, un optimum de second rang. Selon Lipset et Lancaster. On a convergé vers Q étoile. On est au voisinage de Q étoile, même si on n'est pas tout à fait, ce qui serait une situation optimale de premier rang. Traditionnellement, on s'arrête là. Or, il y a un enseignement très très important, supplémentaire à tirer de cela. Comme je vous l'ai déjà laissé entendre la semaine dernière, le problème de la solution quantitative, blanche. Le problème de la solution fiscale, c'est vert ou rose? Rose. C'est qu'elle présuppose la connaissance des coûts marginaux sociaux. Là, ils sont posés sur le graphique comme si j'avais pu les évaluer ex ante. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Ou plus exactement, je n'ai peut-être jamais cherché à les évaluer. Et je ne sais pas très bien comment faire. Ai-je un jour cherché à évaluer une vue sans publicité? Non. Il faut qu'apparaissent les externalités négatives, et éventuellement cette publicité, pour que je commence à m'interroger sur la valeur de cette vue non polluée. Et qu'éventuellement j'accepte de lui attribuer un prix. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je suis prêt à payer 5 000 € plus 1 euro, par exemple, chaque année, pour continuer d'avoir cette vue non polluée. La transaction, ici, qui s'effectue sur la base de droits de propriété, révèle une information capitale sur la valeur d'une ressource, de quelque chose parfois tout à fait immatériel, comme une vue, comme le silence, etc., qui jusqu'ici n'avait pas de prix. Désormais, je sais que pour moi, elle vaut au moins 5 000 € ou 5 001 €. Manifestement pas pour vous tous, mais c'est normal, vous êtes étudiant et vous ne gagnez pas encore ce que vous gagnerez à la sortie d'HEC, ce que je vous souhaite. Ou là, peut-être que certains d'entre vous vont vous dire 5 000 par an, finalement, c'est pas grand-chose, je ne veux pas de publicité devant ma maison de campagne. C'est une vertu capitale du marché que de révéler cette information-là.
Maintenant, en théorie, c'est formidable. En pratique, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Je reviens sur mon exemple. Assez trivial, mais parlant. Que va vous répondre votre voisin ? Et plus encore McDonald's. Et peut-être plus encore le maire. Je l'ai déjà laissé entendre tout à l'heure. Vont vous répondre, mais c'est pas du tout 5 000 € en fait. Effectivement, McDonald's me verse 5 000 €. Mais en fait, McDonald's va pouvoir faire monter les enchères. Pourquoi ? Parce que les recettes générées par la présence de cette publicité, pour McDonald's, rapportent nécessairement plus de 5 000. Sinon, ils n'auraient pas proposé 5 000 à votre voisin. Donc ça peut être 10 000, mais ça peut surtout être 20 000, 30 000, 40 000. La publicité, pour eux deux, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour le propriétaire de la maison d'en face, gagnant pour McDonald's. Et McDonald's embauche des gens. Des gens qui résident sur le territoire. Dans le hameau du coin, dans le village du coin, dans la petite ville du coin. Le maire réduit le taux de chômage. Il a des chances d'être plus facilement élu avec des gens qui trouvent du travail au McDonald's du coin. Autrement dit, vous êtes mignon tout plein dans votre maison de campagne, mais le rapport de force risque d'être très déséquilibré. C'est renoncement à de la pollution versus création d'emplois. Activité économique. Recettes fiscales induites. Baisse des dépenses sociales, par exemple d'assurance chômage, etc. Le rapport de force risque d'être toujours en faveur, je quitte mon exemple, des industriels, par rapport aux citoyens pollués. Et cela vous explique pourquoi la solution qui, ici, est une solution de marché. Droit de propriété, transaction, prix. Dans la réalité, reste appuyé par des normes, des normes de pollution, des normes de production, méthodes de production, et appuyé par des solutions fiscales. La fameuse taxe carbone dont le prix va sans doute devoir évoluer avec le temps selon la règle de Hotelling. Marché, fiscalité incitative, normes et contraintes, tout cela est complémentaire en fait. Complémentaire pour que l'État puisse agir au nom de l'intérêt général, c'est-à-dire notamment au nom de ceux qui ne peuvent pas ici réaliser de telles transactions, et parmi eux, surtout, les générations futures, qui par définition ne risquent pas de pouvoir entrer sur ce marché pour négocier. Si on reprend l'identité que je vous ai envoyée. Je vous laisse la réciter avec moi, l'identité de Kaya. CO2 égale population multiplié par PIB sur population multiplié par énergie sur PIB
multiplié par Pollution sur population. CO2 Sur énergie. sur énergie. Si on considère les émissions de dioxyde de carbone comme la pollution, qui participe au réchauffement climatique, à l'accroissement des dépenses de santé, aux problèmes respiratoires, tout ce que vous voulez. Mais ce serait vrai pour d'autres externalités. Ici, c'est identité, puisque CO2 égale CO2, c'est facile à deviner. En fait, on peut donc travailler sur 4 choses. La première, ici, faire en sorte que les ressources énergétiques qu'on va utiliser génèrent moins de CO2. Ça s'appelle la transition énergétique. Recherche, développement, innovation, etc. Des choses que vous avez trouvées par écrit. On peut aussi travailler au fait que il est peut-être possible, envisageable, de produire autant de biens et de services, PIB, mais avec moins d'énergie. Indépendamment du fait que ces énergies seraient moins polluantes. Même si ça se discute, mais ce n'est pas le propos. Vous pouvez tout à fait venir ici chaque matin, à pied ou à vélo, non électrique, et obtenir le même service tout en ayant, entre guillemets, consommé moins d'énergie. Celle nécessaire à l'entretien, à la mise en place, à l'investissement dans des métros, etc., des bus, tout ce que vous voulez. Encore plus des voitures à moteur thermique. On peut aussi s'interroger ou se demander si on ne peut pas réduire les émissions de dioxyde de carbone en réduisant la production, mais donc aussi notre consommation, notre niveau de vie. C'est ce qu'on appelle ou peut appeler la modération, devenue très à la mode ces dernières années. Très à la mode par écrit, moins dans les comportements. Et puis vous avez la solution malthusienne, qui est de se dire, en fait, si on veut vraiment réduire les externalités et les émissions de CO2, il faut faire moins d'enfants. Et vous savez que c'est de plus en plus dans les interrogations de certains et certaines d'entre vous, qui disent ne plus vouloir autant d'enfants qu'avant ou que ce qu'ils avaient pu prévoir, parce que le problème environnemental leur semble trop important. En fait, la décomposition comme ça d'une identité vous permet de réfléchir aux différents types de politiques. Souvenez-vous, exactement comme on l'avait fait pour la question du vieillissement et du financement des retraites. À vous de voir ce que vous préférez. Si on combine les différentes solutions, si on est plutôt optimiste, je ne reviens pas sur ce qu'on a fait, soutenabilité faible, forte, etc. On va travailler sur des innovations, ici, surtout. On va travailler sur de la modération, ici, ou si on doit en arriver à une solution malthusienne. Solution malthusienne qui, de toute façon, pourrait, pour les plus catastrophistes, se produire de toute façon. Parce que le réchauffement climatique devrait augmenter les taux de mortalité des populations les plus exposées aux conséquences de ce réchauffement, et de toute façon, dans une vision assez catastrophiste, aboutir à réduire les émissions de CO2. Ou alors, on peut aussi se souvenir que
le taux de croissance de la population mondiale est plutôt en fin de phase B, c'est-à-dire sur une loi normale, une courbe en cloche. Elle a considérablement augmenté cette population avec l'industrialisation et le développement. Elle continue de tendre vers 8 milliards, peut-être plus, mais en même temps, le taux de croissance de cette population est en train de ralentir. On serait, parce que les projections démographiques ne sont jamais certaines, plutôt dans cette partie-là, en termes de taux de croissance, hein, j'insiste, de la population. Donc la population s'accroît, mais le rythme d'accumulation ralentit. Donc à vous de voir, pas d'inquiétude, de l'inquiétude, du catastrophisme. Quel choix de société faire? Est-ce que ces choix seront démocratiques ou non? Comment combiner des solutions de marché avec des solutions incitatives fiscales ou des solutions contraignantes pour des industries? Tout le reste, vous l'avez dans les polis.